Bonjour, bienvenue sur cet atelier prison. La Covid, de quelles conséquences? Alors tout d'abord, merci à SIDAction de m'avoir confié la mission d'animer cet atelier sur le milieu carcéral que j'affectionne particulièrement. Effectivement, je suis donc Valérie Bourdin, je suis directrice de l'ALS, Association de lutte contre le sida et de santé sexuelle qui se trouve à Lyon et qui anime depuis 2007 un programme d'intervention de prévention dans 6 établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur lequel j'interviens. Et puis, je suis membre du Corévi Lyon Vallée du Rhône. Et dans le cadre de ce Corévi, je co-anime depuis 2012 un groupe intercorévi prison, VIH hépatite en prison. Voilà. Alors, la Covid-19 est actuellement un sujet omniprésent dans l'actualité mondiale depuis plus d'un an. Et nous souhaitions, sur cet atelier, questionner plusieurs acteurs sur la façon dont cette période a été vécue, la façon dont cette épidémie a agi sur le milieu carcéral, ce milieu relativement hermétique, on peut le dire. Quelles leçons on peut en tirer en matière de lutte contre les épidémies et en particulier le VIH et les hépatites? Quelles leçons à tirer de cet épisode marquant, tant pour les acteurs, les personnes qui sont détenues et l'administration pénitentiaire? Voilà un peu les questions qui seront au cœur du débat de notre atelier. Consacrés donc aux prisons, y compris les prisons de l'outre-mer. Alors, avant de présenter nos 4 intervenants, quelques petites informations pratiques. Tout d'abord, donc, la séance va être enregistrée. Les PowerPoint des intervenants seront mis sur la plateforme à partir de ce soir, il me semble, et ce pendant un mois. Ensuite, on a prévu un petit temps de questions à la fin des 4 interventions. Donc, on vous remercie de les poser au fil de l'eau, de façon à ce qu'elles n'arrivent pas toutes en même temps à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau dès le départ avec le petit onglet interactivité sur la droite. C'est Rida Nouiwat, qui est responsable de la mission carcérale à SIDAction, qui va les réceptionner et me les transmettre ensuite pour que je puisse les poser à nos invités à la fin des 4 interventions. Et puis, pour avoir donc ce temps d'échange, on va tous veiller à ne pas, à bien respecter le temps qui est imparti aux interventions. Donc, on est sur 12 minutes. Donc, je me permettrai de vous faire un petit signe pour vous dire qu'il vous reste 2-3 minutes. Voilà, alors je vous le disais, donc différents regards de professionnels que je vais vous présenter maintenant et qui sont restés en lien avec les personnes détenues pendant toute cette période Covid et notamment les confinements. Donc, on accueillera tout d'abord Benjamin Silberman. Vous êtes médecin à l'unité sanitaire de la prison de la santé. Vous nous donnerez le point de vue des soignants. Ensuite, nous accueillerons François Besse. François, tu es responsable de la section française de l'OIP et toi, tu porteras la parole des détenus et de leurs familles. Ensuite, nous accueillerons Marie Awanto Chaspoul. Vous êtes médecin responsable du bureau santé de la DAP, direction de l'administration pénitentiaire. Et puis enfin, nous accueillerons Florence Hubert. Tu es médecin à la Croix-Rouge et donc tu mettras l'accent sur la façon dont tout ça s'est passé dans les prisons de l'outre-mer. Voilà, écoutez, donc je nous souhaite un bon atelier, une bonne session. Et puis Benjamin, vous pouvez démarrer, on vous écoute. Bien, bonjour. Donc, moi, je suis médecin responsable de l'unité sanitaire de la prison de la santé. Et je vous fais un petit topo de ce qui s'est passé à la santé pendant tous ces derniers mois. Voilà. Ah. Voilà. Donc, l'impact de la pandémie sur la prise en charge du VIH à la santé. Alors, la santé, donc juste un petit rappel de cette prison assez emblématique. Donc, c'est une prison qui a été ouverte en 1867 au cœur de Paris, avec une particularité, c'est qu'il y avait 2 quartiers, un quartier bas ici, ici avec un panoptique et qui était avec un mode d'emprisonnement du type pennsylvanien, c'est-à-dire
des cellules individuelles et sans programme de travail ensemble, et puis un quartier O qui était lui, le côté qui était Hauburnian, qui était plutôt avec des activités collectives. Ce quartier haut était construit sur les galeries qui s'enfonçaient. Donc, il y a déjà la moitié de la prison qui a été fermée en 2007, et puis elle a été fermée complètement le 20 juillet 2014. Et elle a rouvert le 7 janvier 2019. Et d'une maison d'arrêt, c'est devenu un centre pénitentiaire, car elle comporte à la fois une maison d'arrêt et un quartier de semi-liberté. Donc, c'est une maison d'arrêt. Donc, ça veut dire qu'il y a un turnover très important. La durée moyenne est de 4-5 mois. Elle a été construite aux normes européennes, c'est-à-dire avec des cellules individuelles, avec une douche à l'intérieur, une plaque chauffante, la possibilité de louer un frigo et la télévision, ce qui est par rapport à beaucoup de prisons en France un grand luxe. Mais elle n'était même pas ouverte que la garde des Sceaux signe un décret comme quoi elle autorisait la surpopulation. Et donc, on attend 1100 détenus, avec donc des cellules de 8 mètres carrés, donc construites pour une personne, qui en fait sont habitées par deux personnes. Et sur ces 8 mètres carrés, il faut enlever les lits, il faut enlever la petite armoire, le petit coin cuisine, il ne reste pas grand-chose. Donc, l'unité de consultation et de soins ambulatoires, donc l'unité qui s'occupe des problèmes somatiques des détenus, est une unité fonctionnelle de l'hôpital Cochin, donc un hôpital APHP. On ne prend en charge donc que des hommes majeurs, et c'est une équipe assez importante, avec à la fois des médecins généralistes, des spécialistes qui se déplacent de Cochin pour faire des consultations sur place, des dentistes, un pharmacien, des préparateurs en pharmacie, infirmière, kiné, assistante sociale, secrétaire, mini-pratio. Ça fait une équipe à peu près d'une trentaine de personnes. On a comme équipement une table de radio numérisée, un panoramique dentaire, deux fauteuils dentaires, un équipement ophtalmologique, une salle de kiné et une pharmacie sur place. Donc tout ça, c'est pour essayer d'éviter évidemment au maximum les extractions que personne n'aime, ni les détenus, ni la pénitentiaire. Juste un petit point sur les chiffres de 2019 qui sont à prendre un peu avec des pincettes, parce que c'était une période particulière, puisque c'était l'année d'ouverture, avec donc à la fois beaucoup de détenus qui venaient d'autres prisons d'Île-de-France pour diminuer la surpopulation de ces prisons, et puis à la fois des entrants directs du tribunal. On a eu en 2019 donc 21 détenus VIH, 29 détenus ayant une hépatite B et 32 ayant une hépatite C. Pour le VIH, ça correspond à peu près à la prévalence, non, c'est moins que les derniers chiffres que l'on a de 2010, ainsi que pour l'hépatite C. Donc, 17 mars, branle-bas de combat. On décide d'arrêter, de se mettre en ordre de bataille, et donc on décide d'arrêter toutes les consultations de suivi, et qu'on reçoit les détenus, sauf pour les urgences et les entrants. Donc sachant qu'en prison, une pharyngite, c'est une urgence, puisqu'ils n'ont pas accès aux médicaments de base que sont Doliprane ou Sapsi. On met en place évidemment des mesures barrières. Et puis, on établit une liste des détenus ayant des facteurs de risque de faire des formes graves. Ça correspondait à peu près à une centaine de détenus, à la fois d'une part pour aller les surveiller en cellule tous les jours, vérifier qu'ils n'avaient pas de fièvre, etc., ni de signes évocateurs, et puis aussi, avec leur accord évidemment, pour envoyer un certificat au SPIP, au service de probation et d'insertion, pour qu'eux-mêmes l'envoient au juge d'application des peines pour faire une demande de suspension de peine. On a mis évidemment en place un système qui était dépisté, isolé, tracé. On a fait pas en 2000, oui, c'est ça, en 2020 1230 PCR. Donc, chaque fois qu'un détenu présentait une goutte au nez ou une pharyngite ou une diarrhée, il était systématiquement prélevé. Là, il y avait
un avantage pour les soignants, mais je pense que les détenus ne diront pas tout ça, c'est qu'une fois qu'on on le prélevait, il était isolé pendant 24 heures dans un quartier à part. Et quand on avait le résultat, soit si c'était négatif, il retournait dans sa cellule. Si c'était positif, alors il restait 14 semaines. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas, hein, je ne parle pas, mais c'est toujours le cas, 14 semaines, 14 jours, pardon, en isolement. Et on lance à ce moment-là une enquête des cas contacts en lui demandant à lui de nous dire s'il a des détenus proches. Et là aussi, l'administration pénitentiaire nous aidant et n'hésitant pas même à regarder les vidéos dans les cours de promenade pour voir qui se prend dans les bras, etc., pour nous donner donc une liste de détenus, cas contact, qu'on met aussi dans un quartier un peu à part pendant une semaine et qu'on teste au bout d'une semaine. Voilà. On était vraiment dans une optique on pensait que ça allait être une catastrophe en prison. J'ai même écrit à Madame Belloubet, la garde des Sceaux, pour la sensibiliser à ce qui me paraissait être un sur-risque, c'est-à-dire d'être en prison à cause de la promiscuité. Et puis aussi que j'étais un petit peu en colère parce que l'administration de la santé avait reçu des ordres comme quoi il ne fallait pas installer un contrôle des températures à l'entrée. Parce que ça me paraissait un geste assez simple et pas parfait, mais en tout cas pour essayer au moins de dépister les personnes qui avaient de la température. Et puis, il y avait un autre problème, c'est-à-dire qu'on craignait beaucoup que donc on allait avoir beaucoup de gens contaminés et des gens qui risquaient de faire des formes graves et de se retrouver hospitalisés. Et une hospitalisation, un détenu dans une salle Covid, on peut le mettre au fond pour pas que ça gêne trop, mais 3 ou 4 avec les gardes statiques au milieu, où il y a déjà tout le matériel pour s'habiller, se déshabiller, ça paraissait quand même devenir très compliqué pour les soignants et puis dangereux pour les policiers. Donc on a mis en place une cellule de crise qui, au niveau de l'Île-de-France, pour toutes les prisons d'Île-de-France, et on avait trouvé une salle qui allait peut-être pouvoir recueillir tous les détenus avec ayant besoin juste de policiers à l'entrée, mais pas à l'intérieur. Parle des désert des Tartares parce que finalement, la catastrophe n'a pas eu lieu. On a eu sur cette période-là, du 17 mars au 11 mai, 10 détenus Covid, aucune hospitalisation. Donc je pense en partie par les mesures qu'on a prises, mais aussi certainement, peut-être, en tout cas c'est une question qu'on se pose, s'il n'y a pas eu une épidémie silencieuse, puisque la population en maison d'arrêt est une population plutôt jeune. Et donc il y a une étude qui a été mise en place promue par la PHP et qui concerne toutes les prisons d'Île-de-France, qui s'appelle Covidet. Des détenus ont été tirés au sort, à qui on a proposé de faire des sérologies pour voir si ils n'avaient pas fait une infection asymptomatique. Parallèlement, les incarcérations se sont arrêtées et ça a été une période assez étonnante. C'est-à-dire qu'on est passé de 852 détenus à 604. Du coup, tous les détenus pouvaient avoir une cellule seule, individuelle, ceux qui le voulaient. Ce qui a compensé un petit peu l'arrêt des parloirs, des activités. C'était une période assez dure pour eux. Ensuite, en confinement suivant, on a décidé de plus modifier notre activité. On a continué les consultations. On a juste un petit peu allégé les surveillances en cellule des personnes fragiles, ou en tout cas avec des facteurs de risque. Et là, le bilan est plus du tout le même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est à 106 personnes, même aujourd'hui 107 personnes ayant été infectées par le Covid, en grande partie aussi à cause du variant anglais qui est évidemment rentré dans la prison. On a eu plusieurs clusters dans différentes zones où il a fallu
et ben, isoler 200 détenus d'un coup, les prélever 2 fois par semaine. Donc, évidemment, on les comprend, ce n'était pas toujours facile à accepter d'avoir un coton-tige dans le nez parce que c'est vraiment pas très agréable. Parmi ces 106 détenus, on a hospitalisé une personne, mais qui n'est pas passée en réa, qui avait évidemment des facteurs de risque. Aucun de ces 106 personnes n'était infecté par le VIH. Et puis là, les juges ont l'impression qu'ils ont voulu rattraper le retard. C'est-à-dire que maintenant, on a explosé, on est à 966 détenus. Et même maintenant, il y a des cellules où ils sont à 3 avec un matelas par terre. Donc voilà, la santé devient comme toutes les autres prisons de France, malheureusement. Donc c'est un petit peu ce qui étonne un petit peu, c'est qu'on sait que si la prévalence du VIH au sein des prisons est liée entre autres au fait que le VIH touche plus les gens défavorisés, et on sait que le SARS aussi touche plus les gens défavorisés, donc on pourrait penser qu'il y aurait une prévalence plus importante en prison. Je pense que vraiment la chose importante, ce sont des personnes jeunes, en tout cas dans les maisons d'arrêt, ce qui fait qu'il n'y a pas eu une épidémie telle qu'on pouvait le craindre. Et puis pendant cette période, on a commencé évidemment à vacciner les détenus VIH, mais tous les détenus en suivant les règles de l'extérieur, d'abord les plus de 75 ans, après les plus de 65 ans, etc., avec les facteurs de risque. Et depuis le 1er juin, donc on a lancé une campagne de vaccination de masse. On propose la vaccination à tous les détenus et avec un taux d'acceptation de l'ordre de 50%, ce qui est assez bas, et beaucoup de fausses rumeurs circulent en prison. Le bilan, alors en bleu, les points positifs. Donc, je pense quand même d'être allé dans les cellules pour aller voir les personnes ayant des facteurs de risque tous les jours, puis un jour sur deux, c'est quand même un plus. Une fois qu'ils étaient malades, les personnes étaient suivies aussi de façon quotidienne par une infirmière ou par un médecin avec une prise de température et de la saturation. Donc c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que je pense que c'est par rapport à l'extérieur, on suivait un peu mieux, on suit mieux, mais c'est pas un peu, on suit beaucoup mieux les personnes que si c'était libéré. Il vous reste 2 minutes, Benjamin. Voilà. Ça Je passe, suis presque ça à la passe très fin. très vite. Je suis presque à la fin. Un autre point positif, bon, il n'y a évidemment pas eu de modification pour la délivrance des traitements. Un point positif, c'est qu'il y a eu une coordination assez remarquable avec la direction pénitentiaire. Le directeur, le 17 mars, m'a appelé en me disant, Dr Silberman, l'urgence, elle est sanitaire, donc on fait tout ce que vous nous demandez. Et effectivement, avec parfois des situations difficiles, en particulier quand les auxiliaires, il y a eu un cluster parmi les auxiliaires et qu'il a fallu les confiner, et c'est les auxiliaires qui font fonctionner la prison pour la cantine, pour la distribution des repas, etc. Les points négatifs, c'est que, en particulier sur la première vague, on a pris beaucoup de retard pour le dépistage. On a pris beaucoup de retard pour les bilans programmés parce qu'on ne pouvait pas tout faire. On a annulé aussi une journée qu'on avait organisée d'information de prévention pour le VIH. Et puis, on a dû annuler et diminuer la consultation qu'on fait à Cochin pour les sortants de prison. Un point particulier, c'est que le VIH, jusqu'à présent, n'est pas considéré comme un facteur de risque. Moi, j'ai décidé quand même de le considérer comme un facteur de risque. Et on voit apparaître quand même, maintenant, là, il y a quelques publications où on a le sentiment que les patients VIH, même traités, mais qui ont laissé des cartes un peu bas, sont plus à risque de faire des formes graves que les autres personnes. Et puis, le dernier point, c'est juste, mais ça, c'est un peu un leitmotiv qu'on entend tout le temps depuis un an, c'est « Ah, j'ai pas eu le temps parce qu'il y a eu le Covid ». Et je pense que beaucoup de choses ont pris du retard, en particulier au niveau de la réduction des risques. On connaît depuis la dernière étude de prévalence du VIH dans les prisons date de 2010. Donc,
Il y a une étude qui va être mise en route, mais qui a pris du retard à cause du Covid. Pour la PrEP, donc maintenant, les médecins généralistes peuvent la prescrire. Et quid de la prescription en prison? Je pense que c'est important. Le programme d'échange de seringues, l'Arlésienne, je pense là aussi, où ça en est, on ne sait pas trop. La prophylaxie post-exposition et, et sa publicité au sein des détenus. Là aussi, je pense que c'est quelque chose vraiment à développer, ainsi que la notification formalisée aux partenaires quand on découvre un détenu qui a une sérologie positive. Voilà, j'ai fini. Très bien. Merci beaucoup, Benjamin. Désolée de, de ce Non, petit non, rappel je alors. comprends. Mais je pense qu'on aura voilà, l'occasion, il y a déjà des petites questions qui arrivent, vous aurez l'occasion de... pardon, excusez-moi. Pardon, voilà, j'avais pas remis ma caméra. Donc, vous aurez l'occasion avec les questions, je pense, de revenir préciser peut-être Très quelques bien. points. Merci beaucoup. François, c'est à toi, on t'écoute. Donc, voilà, on va dire à peu près 15 minutes. Allez, puis je te ferai signe. Bon, je vais essayer de rester dans les temps. Donc, je suis au sein de la section française, j'ai, on va dire, deux casquettes. D'une part, je coordonne le pôle enquête, donc qui se charge de répondre à l'ensemble des sollicitations des personnes détenues, des familles, des intervenants, etc. C'est un travail quotidien assez prenant. Et sinon, je coordonne aussi toutes les actions concernant santé, accès aux soins des personnes détenues. Alors là, je vais vous parler plus de la partie qui concerne le pôle enquête. Donc, on fait des réponses. Alors, on est sollicité par courrier, par mail ou par téléphone. On a une permanence téléphonique tous les jours, tous les après-midi. Et pendant la première phase de la crise sanitaire, on l'a augmenté, en fait, on l'a étendu à toute la journée, en fait. Et on avait des appels vraiment tout le temps, c'est-à-dire c'est décrocher, raccrocher, etc. Voilà. Parallèlement, on a produit un certain nombre de docs sur la crise Covid. Bon, il y a eu quelques communiqués de presse sur des dysfonctionnements. Il y a eu sur notre site, il y a des pages d'infos dédiées, donc qui relatent un petit peu l'ensemble de ce qui s'est passé en 2020 et puis une nouvelle page en 2021. On rend accessible à tout le monde toutes les notes, les circulaires, les directives qu'il peut y avoir sur la gestion du Covid en détention. Et puis, on a publié un numéro de la revue, de notre revue Dedans Dehors, sur la première partie en fait de la crise sanitaire en prison. Voilà, voilà. Alors, j'ai relevé, enfin, on a relevé ce qui revenait des questions qu'on recevait de la part des personnes détenues, des familles, essentiellement avec la permanence téléphonique, puisque un point positif, les détenus, dès le début de la crise, ont eu un crédit de 40 € qui leur a été donné pour qu'ils puissent communiquer à leurs proches. Je vais revenir dessus un petit peu. Alors, ce qui ressort vraiment de ça, dès la première phase, hein, ça a été un gros manque d'informations aux personnes détenues et aux familles. D'ailleurs, quand on contactait les gens de l'administration pénitentiaire, au tout début, ils n'en savaient pas plus, hein, donc c'était assez compliqué. Voilà, et surtout extrêmement angoissant, anxiogène pour les personnes détenues et les familles, puisque ne sachant rien, il y avait des difficultés pour avoir des nouvelles de leurs proches à l'intérieur, et puis surtout, il y avait cette potentielle arrivée de l'épidémie en prison qui inquiétait tout le monde, intervenant comme détenus, etc. Alors, ça a été aussi, l'angoisse, elle a été, on va dire, augmentée par le fait que dans cette période, tout s'est arrêté. Il n'y avait plus de parloir, les intervenants extérieurs ne rentraient plus. Et du coup, les détenus se sont trouvés finalement seuls. Les seules personnes qui rentraient, globalement, c'était bien sûr les surveillants, les personnels pénitentiaires, et puis les soignants. Donc, un confinement dans le confinement de la prison, donc qui a créé un climat, en tout cas psychologique, extrêmement dur. Alors, les thèmes qui revenaient le plus dans nos appels, c'est la privation des visites, hein, même s'il y avait ces crédits téléphoniques. C'est vrai que la suppression des parloirs a été très dure à vivre pour l'ensemble des gens, hein, proches de détenus comme détenus. Ce manque d'informations sur les mesures prises, l'état de santé des détenus revenait régulièrement, c'est-à-dire ou des détenus qui nous condamnaient ou les familles, parce que une partie des soins et de la prise en charge s'est arrêtée pendant le premier confinement.
Donc, grosse inquiétude sur les risques, l'évolution de la maladie. Et puis, parallèlement, quand il y a eu cette vague, cette décision par le ministère de la Justice de remettre en liberté un certain nombre de personnes, on a vu que globalement, ça concerne quand même beaucoup de monde, je pense à peu près 7000 personnes qui ont été remises en liberté. Il s'est agi essentiellement de personnes à qui il ne restait que 2 mois de peine à purger, et puis également un certain nombre de personnes malades, mais de malades graves. On a suivi plusieurs cas de personnes qui rentraient tout à fait dans les conditions des personnes à risque et pour lesquelles il était préconisé effectivement des aménagements de peine pour raisons médicales. Et enfin, sur les cas qu'on a suivis, très peu sont finalement sortis. Donc les mesures ont été prononcées vraiment sur ce qui était le plus quelque part naturel, c'est-à-dire des gens qui ont plus de 2 mois que 2 mois de prison à faire. Finalement, c'est des gens qui pourraient déjà être dehors en aménagement de peine ou pas. Beaucoup aussi d'inquiétudes sur les mesures barrières, parce que les masques, il faut savoir quand même que les masques n'ont été diffusés massivement aux personnes détenues qu'à partir d'octobre 2020. Alors, certaines prisons ont pris l'initiative de le faire. Il y avait des prisons où il y avait des ateliers, par exemple, ateliers couture qui avaient été montés pour fabriquer des masques, mais c'était pour fabriquer des masques pour le personnel, en fait. Et donc, certaines directions avaient décidé, on fabrique des masques, donc on en donnera aux détenus également. Donc là, pareil, grosse inquiétude, notamment pas mal de détenus n'osaient même plus sortir de cellules pour aller en promenade parce qu'il y a des sas d'attente, il y a des choses comme ça, ils n'avaient pas de masque. Et puis, les cours de promenade n'offraient pas forcément aussi les possibilités de sécurité sanitaire. Donc, grosse inquiétude, beaucoup de gens qui se sont encore plus enfermés, on va dire, à l'intérieur de la prison pour ça. Et puis, les inquiétudes autour du fait que le gel hydroalcoolique, donc on nous conseille d'utiliser dehors, est interdit en prison puisqu'il contient de l'alcool. Alors, le manque d'activité aussi a beaucoup joué parce que des mois sans pouvoir sortir de sa cellule pour une activité à part la promenade, tout a été fermé. Le sport s'est arrêté à part ce qui pouvait être fait dans des locaux très ouverts comme des terrains de sport ou cours de promenade, mais ça c'est pas la situation dans tous les établissements pénitentiaires. Les activités culturelles, etc., la bibliothèque fermée, le scolaire, en fait, les profs n'intervenaient plus en détention, donc ils se sont reportés sur des études en distanciel, ce qui a mis ou a procuré beaucoup de retard pour pas mal de détenus, notamment ceux qui préparent des examens et des choses de cet ordre-là. Pour les familles, ce qui est revenu le plus dans les questions, c'était d'une part essayer de comprendre si, notamment à la période où il y a eu des limitations géographiques, on n'avait pas le droit d'aller à plus d'1 kilomètre, pas le droit d'aller à plus de 10 kilomètres, enfin, il y a eu plusieurs phases. Et même si à chaque fois, les familles pouvaient venir au parloir si elles avaient une preuve, c'est-à-dire la la preuve de leur permis de visite et le rendez-vous, elles pouvaient, au motif motif impérieux, comme quand on pouvait aller voir des membres de sa famille à l'extérieur, ils pouvaient, mais alors là, la police n'était pas forcément toujours informée, ce qui fait qu'il y a eu des contrôles où les gens ont été empêchés finalement de pouvoir aller voir leurs proches ou déposer du linge, etc. Là, je parle bien sûr de quand les parloirs ont repris, c'est après le mois de mai. Les familles déposent beaucoup de choses, du linge, c'est-à-dire souvent prennent le linge sale et ils rapportent le linge propre à leurs proches qui est à l'intérieur. Ils peuvent amener des livres, un certain nombre d'objets, et tout ça a été arrêté de manière quasi générale en raison des risques de contamination. Donc là encore, ça privait pas mal de choses et la difficulté a été surtout très forte sur l'hygiène avec l'impossibilité de déposer du linge en détention. Alors, les textes prévoyaient que normalement, il y avait des possibilités, c'était à chaque direction de voir, mais de déposer le linge restait dans un local pendant quelques jours et puis après, il était donné à la personne détenue, mais il y a pas mal d'endroits où le dépôt de linge a été complètement supprimé. Un petit point sur les gens en semi-liberté pour qui ça a été très dur. Alors, il y a ceux qui n'avaient plus une trop grande peine à faire ont été libérés, mais certains sont restés en centre de semi-liberté et finalement se sont retrouvés incarcérés
l'impossibilité de sortir puisque leur boulot, leur formation était arrêtée à l'extérieur, et finalement détenus dans des conditions pires que celles de maison d'arrêt, puisqu'il n'y a pas… il n'y a pas forcément de cours de promenade, et voilà, et puis il n'y a aucune possibilité d'activité ou de contact humain avec les autres, donc ça a été particulièrement difficile. Il faut noter que pendant la première période, hein, les juridictions se sont aussi quasiment arrêtées, donc tous les dossiers d'aménagement de peine pour pouvoir sortir de manière anticipée ont aussi été suspendus, donc des projets qui devaient, qui étaient donc bien étudiés, l'étude était aboutie, se sont retrouvés comme ça compromis. Les permissions de sortir aussi, avec les histoires du kilométrage limité, enfin de la zone géographique, pas mal de permissions de sortir qui étaient prévues quand il y a eu l'interdiction à 1 kilomètre ont été annulées, même des permissions de sortir pour raison familiale. Donc là aussi, difficulté pour les personnes détenues. Alors depuis le déconfinement, là, le dernier déconfinement, on a toujours des retours, hein, des appels concernant tout ça. Là, les plaintes concernent le fait que les parloirs ont rouvert, mais avec des séparations en plexiglas entre le visiteur et la personne détenue, avec des difficultés, par exemple, sonores, impossible de s'entendre, puisque le plexi occupe tout l'espace. Donc, des gens qui parlent excessivement plus fort, donc ça veut dire des parloirs où dans les box de visite, tout le monde hurle, donc personne ne s'entend. Enfin, voilà, des conditions très difficiles. Ça a été très dur pour les enfants, des détenus aussi, surtout les de jeune âge, puisqu'ils avaient beaucoup de mal à comprendre la séparation en plexi et l'impossibilité de toucher leur père ou d'avoir un contact avec leur père. Et du coup, dans pas mal de situations, les couples ont décidé de ne plus faire venir les enfants, et puis même certains couples ont décidé de ne plus venir au parloir, enfin le proche, puisque cette impossibilité de contact était extrêmement dure. Surtout, ça se passait après des mois de séparation totale, puisque les parloirs avaient été fermés. Les UVF, donc les unités de vie familiale, qui sont des parloirs améliorés, hein, avec un petit appartement ou un studio, un petit espace extérieur, et surtout, ça c'est extrêmement important, des parloirs où l'intimité existe, c'est-à-dire que les personnes sont contrôlées avant et après, ils se retrouvent tous avec la personne détenue dans l'UVF, et donc là, il n'y a aucune surveillance, etc. Donc ça, c'est extrêmement positif, mais tout cela, ça a été fermé pendant un temps, et là, à la réouverture, c'est très compliqué pour les détenus, puisque à l'issue de l'UVF, ils ont un confinement de 7 ou 14 jours, et ça compromet, pour ceux qui ont repris une formation ou le travail, effectivement, ça compromet les activités de réinsertion après, puisqu'ils risquent de perdre leur travail ou effectivement de rater une partie de la formation. Ce qui revient aussi, c'est les retards de soins qui ont été pris, comme le disait le docteur Zilberman, puisque pas mal de choses se sont arrêtées. Il y a encore à l'heure actuelle des situations de retard de soins ou retard de diagnostic qui ne sont pas encore tout à fait rattrapés par rapport à la période où tout s'est arrêté. Et puis le retard des aménagements de peine, hein, puisque les juridictions ont repris leur activité, mais le travail est voilà, encore pas rattrapé tout à fait. Il y a des points positifs qu'il faut signaler pendant cette crise quand même, notamment certains qui devraient, enfin qu'on souhaite, qui vont perdurer. Alors, je vous ai parlé des crédits de téléphone. Il y a eu l'installation de manière un peu accélérée de la des visiophones pour communiquer avec les proches. Donc, ce qui est un plus finalement, à condition que ça ne vienne pas remplacer les parloirs concret, quoi, mais ça a été assez intéressant. Le plus intéressant, je crois, dans la période, ça a été dans pas mal d'établissements pénitentiaires, notamment pour l'accès à l'information. Il y a eu des choses qui ont été faites qui n'avaient jamais été faites. Pour vous citer un exemple, à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, direction pénitentiaire et soignants qui descendent ensemble dans la cour de promenade pour discuter avec les détenus, surtout répondre à leurs questions, etc. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante, c'est que, enfin, c'est du respect. Il faudrait que ça se généralise, puisque ça permet d'une part de marquer le respect
aux personnes détenues, on les écoute, on leur répond, etc. Ce qui n'est pas le quotidien quand même. Généralement, tout se fait par petit message ou par écrit, avec plus ou moins de réponses. Et ça a été extrêmement positif. Les retours sont extrêmement positifs pour tout le monde. Donc, ça pourrait être utilisé dans pas mal de choses, notamment des actions sanitaires, mais pas seulement. Voilà, je répondrai à vos questions. Très bien, merci beaucoup François. Bah, c'est parfait, et pile dans l'horaire. Donc, merci beaucoup pour ce riche bilan de l'effet Covid. On y reviendra effectivement un peu tout à l'heure avec les questions. Maintenant, donc, je vais passer la parole à Maria Wanto Chaspoul. Je vous en prie, on vous écoute. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Bonjour, je ne sais pas si l'écran est bien partagé, vous le voyez bien? Tout à fait. Voilà. Donc, merci aux organisateurs d'avoir invité la direction des affaires pénitentiaires. Donc, moi, hop, la suivante. Donc, moi, je suis médecin. Je suis arrivée à la DAP au mois d'octobre. Il n'y a pas eu de médecin pendant 3 ans. Donc, pendant l'initiation, je dirais, de cette crise, il n'y avait pas de médecin à la DAP. L'histoire des épidémies est consubstantielle de celle de la prison, du l'univers carcéral est souvent vue comme quelque chose de propice à la contagion. La prison est particulièrement exposée aux pathologies infectieuses, tuberculose, choléra, syphilis, VIH. Et la pandémie de SARS-CoV-2 a fait ressurgir des vieilles craintes, l'idée que le milieu pénitentiaire ne devienne un foyer de contamination actif. La réalité est un peu plus complexe et les études historiques montraient déjà que dans certains cas, le milieu confiné pouvait avoir un rôle protecteur face à certaines épidémies, notamment la grippe. Par ailleurs, la prison a su faire également, ça a été un lieu d'innovation en matière de lutte contre les épidémies. On peut citer l'exemple assez connu de la douche inventée par ce médecin rouennais à la fin du XIXe siècle. De plus, les situations de crise sont souvent, pour l'administration pénitentiaire, un moyen de réinnovation. À cette dimension proprement sanitaire s'est ajoutée une dimension très symbolique, sinon morale. Le milieu fermé apparaît comme un lieu de contagion du vice, du crime, une contagion morale. La question des épidémies et de la contagion a souvent été saisie par un discours aussi humaniste, je veux dire, pour pouvoir réformer les prisons. Et donc, il n'est pas étonnant que la prison se soit trouvée en mars 2020 au cœur de ce débat autour du SARS-CoV-2 et notamment autour de ce mot de confinement qui évoque immanquablement le milieu carcéral. Alors là, je crois que je suis ici. Alors, au début de la crise, il y a eu beaucoup de prises de position alors qu'on avait assez peu de données, à la fois sur le virus et sur l'épidémie telle qu'elle se développait. Ainsi, quand on regarde les données au 19 avril, on avait 99 cas de Covid en détention, avec une prévalence et un taux d'incidence qui était plus faible que ce qu'on pouvait trouver en population générale. En revanche, c'est vite posé des questions graves d'accès au droit, parce qu'en fait, on va voir un peu plus loin que tout s'est arrêté. Et dans certains pays, en France, on n'a pas eu de révolte, mais en Italie, il y a eu beaucoup de révoltes dans les prisons italiennes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du niveau de contamination dans les prisons françaises? Quand on regarde la contamination sur une année, donc au 27 mai, on avait 102 cas de Covid confirmés pour une population pénale qui était de 65 971 personnes, c'est-à-dire un taux qui était à 154 pour 100 000, qui est à peu près équivalent à ce qu'on trouvait en population générale.
avec 3304 cas cumulés depuis le début de l'épidémie et 4 décès. Et quand on regarde ce qui se passe du côté du personnel pénitentiaire, on avait à la même date 146 cas confirmés et un nombre de cas cumulés qui était à 5017, avec aussi 4 décès parmi le personnel. On voit là aussi que le risque, je dirais que un des risques pour la détention, c'est les personnes qui vont vers l'extérieur. À cela, il y a une donnée qui est importante, c'est celle de... Je change de diapo. C'est celle de l'occupation carcérale. Le docteur Zilberman en a parlé tout à l'heure. Il y a eu une importante diminution. Il y a eu un décret, une ordonnance en mars 2020. Et en un mois, il y a plus de 8000 personnes qui ont été libérées. En janvier donc 2020, vous aviez 70 651 personnes en détention. Au plus bas, on avait 58 000 personnes en détention. Et vous voyez que ça remonte très très vite, puisqu'en mai 2021, on est à 65 971 personnes en détention. Donc avec des taux de surpopulation qui sont à peu près équivalents à ce qu'il y avait dans les mois précédents l'épidémie de Covid. Les enjeux donc, de la gestion du Covid en détention, c'était à la fois éviter les clusters, donc restreindre les risques de contamination du point de vue des détenus, mais aussi du point de vue du personnel, et tenir les objectifs sanitaires et organisationnels et sociaux. Il a été mis comme un anneau sanitaire, c'est le mot qui revient toujours. En fait, quand on regarde ce qui s'est passé lors du premier confinement, l'ensemble des établissements a quasiment été fermé. Donc, on a à la fois une baisse exceptionnelle de la population carcérale, mais un arrêt des activités. Les parloirs sont fermés, les activités socioculturelles sont fermées, l'enseignement, le sport, la culture, le culte, les visites. Dans un premier temps, il y a plutôt une bonne acceptabilité de ces mesures. Je pense que la prison, finalement, c'est un reflet de ce qui se passe en population générale. Il y a une sidération face à cette épidémie. Et comme pendant le premier confinement ou en population générale, on a accepté les attestations, la restriction de déplacement, ça a été à peu près bien accepté en détention, avec du côté de l'administration pénitentiaire, donc une lutte contre la surpopulation et l'adoption de mesures, on en a déjà parlé, M. Bass a parlé de ce téléphone à 40 €, du développement du visiophone. En ce qui concerne les droits de la défense, il n'y a pas eu d'entrave, et c'est bien de le préciser, mais c'est tout à fait naturel. Et puis on est passé de déconfinement en reconfinement, et je dirais que là, les choses se sont peut-être complexifiées. Certaines mesures restrictives installées lors du premier confinement persistent, même si on a composé pour que les consignes sanitaires maintiennent une certaine forme d'activité. Par exemple, en octobre, on a repris l'activité pour les scolaires, en ce qui concerne par exemple l'enseignement, mais l'enseignement des adultes n'avait pas été repris. Et ce que je disais tout à l'heure, donc la population carcérale a vite augmenté et les consignes d'isolement ont compliqué la vie en détention. Alors ça a été dit aussi depuis le début, il faut savoir que depuis la loi de 1994, la santé en détention dépend du ministère de la Santé. L'objectif, c'est d'avoir un accès aux soins identique en détention à l'extérieur. Donc la ligne de conduite que s'est fixée l'administration pénitentiaire, c'était d'appliquer les consignes nationales et de les rendre compatibles avec le contexte pénitentiaire et à ses spécificités. Donc il y a eu beaucoup d'échanges entre le ministère, des réunions quasi hebdomadaires, mais les doctrines, puisque ça s'appelle des doctrines, même si elles changent toutes les semaines, ce sont des doctrines de population générale
qu'il faut adapter à un milieu carcéral. Par exemple, au début, en plus des gestes barrières, il y avait une distance de 20 mètres, ce qui est quand même très difficile à imaginer en détention. Mais à partir de l'arrivée des nouveaux variants, cette distanciation elle est passée à 2 mètres, ce qui est quand même très compliqué. Donc l'année a été marquée par une réglementation très mouvante, la prolifération de notes, avec une gestion qui finalement était très verticalisée, pas que pour la détention. Je veux dire, la détention, c'est que la concentration de ce qui se passe à l'extérieur. Et si on regarde ce que je dirais la grande différence avec ce qui s'est passé au début des années VIH, c'est qu'il n'y a pas eu du tout d'association à cette crise du côté, je dirais, communautaire, associatif. Et les acquis, je dirais, du VIH ont vite été oubliés. Valérie Reed et son équipe disent qu'en fait, la promotion de la santé n'a pas été intégrée dans cette gestion de crise. Il y a donc aussi des problèmes logistiques qui ont rendu cette crise très lourde. Comme en détention comme à l'extérieur, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel, et les campagnes de dépistage ont été difficiles à mettre en place. Mais cette lourdeur, je dirais, persiste. En fait, quand on a débuté la campagne de vaccination fin décembre, début janvier, on a quand même senti une différence entre la détention et le milieu extérieur. Et au 26 mai, on peut, même si les choses ont tendance à s'accélérer ces dernières semaines, il y avait 8% de détenus vaccinés versus 35,2% de personnes en population générale. Donc, derrière des enjeux qui sont des enjeux de logistique, il y a aussi des enjeux qui sont des enjeux de représentation de la population carcérale, qui est une population qui est rarement définie comme prioritaire. Généralement, quand il y a un avis de la HAS ou du Haut Comité de santé publique, le mot détention n'apparaît pas, alors qu'on est dans un milieu fermé, avec un risque de cluster. On est un peu comme des EHPAD, mais comme dans un EHPAD, un peu comme ce qu'on avait il y a une trentaine d'années, je dirais les EHPAD hospitaliers avec des salles communes, et je dirais ce n'est pas les EHPAD de luxe, mais voilà, je pense que le fait d'être en détention, ce sont des lieux confinés, et on n'a pas considéré cette population comme prioritaire. Voilà. Il y a le fait qu'on ne la considère pas toujours comme respectable, et puis le fait plus souvent qu'on y pense tout simplement pas. Alors, pour conclure, je dirais que les détenus, leurs familles, le personnel soignant et le personnel pénitentiaire ont dû s'adapter à cette crise sanitaire, parfois de façon très dure. Le retour à un quotidien stable, avec un accès au travail, à la formation, à la santé, à des relations humaines est souhaitable. Mais quel enseignement peut-on tirer de cette crise? Je crois que ça a été dit déjà dans d'autres ateliers et tables rondes, plus qu'une épidémie, c'est une syndémie, un entrelacement de maladies. On a le Covid court, le Covid long, et puis un entrelacement de tous ces facteurs sociaux qui sont des facteurs discriminants face à la santé. Et je dirais que la population carcérale est déjà une population démunie, et que cette situation de non prise en compte des spécificités du milieu pénitentiaire a aggravé, peut-être pas d'un point de vue sanitaire, il n'y aura pas plus de Covid en détention qu'à l'extérieur, il y en aura probablement moins, avec des conséquences psychosociales qui seront peut-être plus lourdes. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis même s'il est mignon, puisqu'il faut un coupable, vous en avez un en photo. Merci. Merci beaucoup, Marie, pour ces éléments. On reviendra probablement sur certains d'entre eux avec les questions qu'on commence
à regrouper. Maintenant, on va laisser la parole à Florence. Florence, je te laisse te reconnecter avec nous. Donc, il est 18h07, hein, on a plus d'une demi-heure encore. Donc, 12-15 minutes pour toi aussi et ça nous laissera du temps pour échanger autour des questions. C'est à toi. Alors, Florence, on ne t'entend pas. Je pense que ton intervention… Oui, désolée. Ah, te voilà. J'avais oublié de mettre le micro. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit bien. Très Donc, bien. tu Donc, vas je vais centrer ton intervention effectivement sur le VIH. Et oui, voilà, je vais revenir à nos premières amours. J'espère que vous m'en Voilà. voudrez pas trop. Il y a quelques liens avec la Covid, Ouais. mais néanmoins, c'est vrai que je suis ravie de vous présenter ces travaux et je profite de cette belle occasion pour vous parler un petit peu de notre question, enfin de nos problèmes et de nos questionnements face au VIH et à la sortie de prison. Donc, je suis ravie également que Madame Awento puisse entendre cette présentation de façon un peu opportuniste, dirais-je. Alors, je vais vous emmener en Guyane. Donc, c'est un département français d'Amérique du Sud, comme vous le savez, avec une population qui est très particulière, marquée par des origines culturelles multiples, liées à l'histoire coloniale, bien entendu, mais pas uniquement, également à l'histoire du bagne. En 85, on a à peu près 30% des personnes vivant en Guyane qui étaient d'origine étrangère, en tout cas nées en dehors du territoire. Et on a une prévalence du VIH qui est supérieure à 1%. Donc, comme le dit l'OMS, on est en épidémie généralisée stricto sensus. On a une population extrêmement jeune, hein, plus qu'en métropole, et aussi des taux de pauvreté économique très importants, supérieurs aux autres départements d'outre-mer et supérieurs à ce qu'on trouve en France métropolitaine. Les personnes incarcérées en Guyane sont nombreuses. On a un taux d'incarcération qui est bien supérieur à celui de la métropole. On est à plus de 2 fois le taux d'incarcération métropolitain. Et on rencontre aussi beaucoup de personnes infectées par le VIH dans l'enceinte du centre pénitentiaire, puisqu'on avait une prévalence de 3,9% en 2014 et de 3,4% en 2019. Et enfin, on estime que l'incarcération concerne une part substantielle des personnes vivant avec le VIH sur le territoire, puisque d'après nos estimations, on a environ 5% des PV-VIH qui ont connu un épisode d'incarcération au moins entre 2013 et 2017. Le centre pénitentiaire de Guyane se situe donc à Rémire-Montjoly, dans la banlieue de Cayenne. Il comprend une maison d'arrêt, un centre de détention, enfin plusieurs centres de détention d'ailleurs, un centre de demi-liberté et un établissement pour mineurs avec un peu moins de 620 places théoriques. On a quelques singularités dont je ne vais pas trop parler parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais néanmoins, je pense que vous connaissez cette problématique qui nous pose quand même pas mal de questions en termes de réduction des risques. Les détenus ont l'habitude de se poser ce qui s'appelle des bouglous. En fait, c'est des morceaux de brosse à dents qui sont polis contre un mur très souvent, et ils se positionnent ça, ils s'incisent en fait le pénis pour positionner ces petits morceaux dans un but esthétique. Et ça concerne une grosse majorité des détenus de sexe masculin, c'est 2 tiers des hommes à peu près, et la plupart du temps, c'est posé en cellule, dans des conditions d'hygiène plus que douteuses. Parmi les autres travaux qu'on a pu réaliser en Guyane française ces dernières années, en milieu carcéral, on s'est beaucoup intéressé à la question du VIH, bien entendu, puisque c'est le thème de ma présentation. Donc, qui sont les détenus concernés ? Est-ce qu'ils sont superposables aux autres détenus non infectés par le VIH? Et enfin, est-ce que l'impact du traitement universel, c'est-à-dire indépendamment du taux de lymphocytes CD4, a pu avoir un effet sur le pronostic de ces personnes infectées par le VIH, notamment lorsqu'ils sortent de détention? Donc, on a constitué 2 cohortes rétrospectives.
une qui a inclus des personnes libérées entre 2007 et 2013, donc personnes VIH bien entendu, et une autre qui a inclus des personnes libérées entre 2013 et 2019. On a regardé ce qui se passait. Bon, on a consulté bien entendu les dossiers de l'unité sanitaire. Et puis, on a fait un petit travail de fourmi dans les hôpitaux de Guyane, dans les centres de santé, dans les registres de décès. Ça a donné 2 tests de médecine que j'ai eu la chance de pouvoir encadrer. Ce travail a été possible en Guyane puisqu'on a un seul centre pénitentiaire pour tout le territoire. Donc, du coup, les ficelles sont un peu plus faciles à remonter. Excuse-moi de te couper, Florence, ton PowerPoint n'avance pas, c'est normal. Ah bon? Ça va venir. Oui, ah on non. est toujours sur la même image en fait. Enfin, Ah non, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Désolée. Non, moi j'avance de mon côté sans vous. Je suis vraiment désolée. Bon, on t'écoute attentivement, hein, mais. Alors, attendez, je vais remettre le partage. Pour moi, il n'y avait pas de. Ah, ça c'est bizarre ça. Ah non, ça c'est pas normal du tout. Alors, je refais le partage, mais sélectionner écran entier. Je vais mettre en écran entier. Peut-être que ça va être mieux comme ça. Vous voyez là? Et est-ce que ça défile? Oui, ça bouge. Oui. D'accord. Bon, bah, c'est un peu plus comme ça. Désolée de te dire alors, ça maintenant, mais non, mais tu fais bien de me dire parce que. Okay. Et si je me mets en plein écran, ça défile aussi? Là, pour moi, ça défile, oui. D'accord. Bon, bah, du coup, je vais défiler un peu vite juste pour vous montrer quelques belles photos de Guyane. Donc, désolé, vous avez manqué quelques éléments. Bon. Donc, ça, je l'ai dit. Voilà, donc j'en étais donc au Bouglou. Je vous en ai parlé. Quelques photos un peu illustratives. Donc, les travaux réalisés en Guyane. Voilà, nos cohortes. Et j'en étais là. Donc, au total, on a inclus 203 personnes vivant avec le VIH. Certaines ont été incluses dans les 2 cohortes, c'est-à-dire les 2 périodes différentes. Et parmi ces 203 personnes, on en a un peu moins de 8% qui étaient décédées au moment où on a retrouvé leurs traces. Donc, ça a donné quelques articles qui ont été publiés ces dernières années. Donc, ça, c'était en 2018, où on s'est intéressé au profil des personnes infectées par le VIH et incarcérées. Et on voit que c'est un profil qui est pas le même que les autres détenus. On est en quelque sorte dans une population précaire parmi les précaires, avec des indicateurs socio-économiques qui sont encore plus péjoratifs. Comme vous le voyez ici, on en a plus de la moitié qui déclarent ne jamais avoir été à l'école. C'est bien plus que les autres détenus. 30% sans domicile, la plupart en récidive, aux 2 tiers. Beaucoup plus de migrants aussi, beaucoup plus d'addictions au crack également, un tiers d'addicts au crack, ce qui est beaucoup plus que parmi les autres. Et enfin, quand on regarde ce qui se passe en termes de succès virologique, on voit que parmi les personnes sous traitement durant l'incarcération, les résultats virologiques sont excellents. Ils étaient même meilleurs que dans l'enquête VESPA2 de 2011, avec des taux de succès virologiques supérieurs à 90%. On s'est intéressé, donc comme je le disais en début de présentation, au parcours post-carcéraux, ce qui nous semblait l'élément le plus crucial. Donc ça, c'est l'étude d'Evien. On a tracé ce qui était devenu les 147 personnes sortant de prison après une incarcération qui était survenue entre 2007 et 2013. Et on a réussi à trouver des informations pour la grande majorité d'entre eux. Ce qui nous a permis de réaliser des courbes de survie. Donc, vous voyez ici, donc c'est un papier qui a été publié dans PLOS ONE. Vous voyez ici la courbe de survie et qui nous montre que la mortalité est très importante dans les années qui suivent la sortie de prison, avec un taux brut de mortalité qui est à 34 pour 1000, ce qui est énorme. Pour vous donner une idée, ça correspond à ce qu'on trouvait avant les trithérapies dans les années 90. On n'a pas le même phénomène chez les hommes et chez les femmes. La surmortalité a vraiment été observée chez les hommes et pas chez les femmes. Et en termes de taux de mortalité standardisé, le SMR, on est à quasiment 15, ce qui signifie que les hommes meurent 15 fois plus quand on les compare aux hommes guyanais du même âge.
Les facteurs de risque de décès, c'était l'âge et les CD4 au moment de la sortie d'incarcération. On n'a pas trouvé d'autre chose. C'était vraiment les 2 points qui sortaient de façon importante et très significative. Alors là, je vous montre une analyse de survie par rapport au CD4 à la sortie. Et vous voyez que parmi les personnes étant sorties avec des CD4 inférieurs à 200, on en a quasiment la moitié qui étaient morts en moins de 3 ans après la sortie. Donc, c'est des résultats qui nous ont quand même pas mal surpris, pour ne pas dire stupéfaits. On s'est intéressé également au retour dans le soin. Donc ça, c'est un papier qui a été publié assez récemment, l'année dernière, où on a essayé d'établir des cascades de soins dans les 4 ans qui suivaient la sortie. Et vous voyez qu'on a des paramètres de suivi qui sont quand même très dégradés, très péjoratifs. 4 ans après la sortie, on en a 22% qui ont succès virologique. Tout au long des 4 ans, la majorité ne revient pas en consultation de suivi. C'est des consultations hospitalières en général. On a regardé quels étaient les facteurs de retour dans le soin à 1 an. Et on a eu des résultats assez intéressants qui étaient aussi tout à fait significatifs. Les personnes qui avaient été incarcérées en étant déjà sous traitement étaient très nettement, très clairement ceux qui s'en sortaient le mieux et qui revenaient dans le suivi après la fin de l'incarcération. Les personnes qui avaient une infection VIH avancée revenaient également plus volontiers dans le suivi comparé aux autres. En facteur péjoratif, on avait le fait d'être dépisté récemment quand le test VIH était positif durant l'incarcération en cours et que c'était un nouveau diagnostic. Là, les patients revenaient très nettement moins dans le suivi post-carcéral. Donc là, c'est une autre représentation, hein, comme je viens de le dire, les personnes qui étaient déjà sous traitement au moment de l'incarcération ont des meilleurs marqueurs de suivi en termes de consultation, de charge virale, de traitement ininterrompu. On a regardé ce qui se passait pour la tuberculose et on voit que l'incidence de tuberculose est importante au-delà de l'incarcération. La tuberculose survient très souvent dans les années qui suivent une incarcération. Je vais vous en dire un mot aussi sur ce qui a été observé au Brésil. On observe le même phénomène. Globalement, on a quasiment 1 personne sur 5 inclus dans notre travail qui a une histoire de tuberculose, soit en pré, soit en per, soit en post-carcéral. Donc, une population extrêmement exposée au bacille tuberculeux. Ça nous donne une incidence de tuberculose post-carcérale qui est au-delà de 2600 pour 100 000, ce qui est colossal. La Guyane fait partie des départements, est le département où l'incidence régionale de tuberculose est la plus forte en France, parmi les départements français. Et en prison, on multiplie par 82 l'incidence régionale. Donc, on est vraiment dans des taux colossaux. On a regardé s'il y avait des différences entre nos 2 périodes. Donc, la première avant 2013, avant le traitement universel, la deuxième période après mise en route du traitement universel en 2014. On voit que nos détenus VIH ont vieilli. On voit aussi que les paramètres virologiques se sont améliorés. Alors, ça ne se voit pas sur les CD4, mais sur vraiment la charge virale, aussi bien à l'admission qu'à la sortie, on a quand même des indicateurs bien meilleurs. Hein. Dans la deuxième période, on en avait plus de 80% qui étaient indétectables. Non, pardon, plus de 80% qui étaient sous traitement. Donc, ce qui était bien supérieur aux 50% qu'on avait durant la première période. On a toujours des patients qui refusent le traitement. On est à plus de 10% de refus de traitement ARV sur la deuxième période. Ça, c'est un phénomène qui, malheureusement, est assez décrit dans la littérature aussi. Voilà, donc la charge virale avant la sortie également est meilleure durant la deuxième période. En termes de pronostic post-carcéral, on voit que le succès virologique à 1 an est également meilleur dans la deuxième période. On reste dans des taux très faibles, on n'est qu'à 30% de succès virologique. À titre comparatif, en Guyane française, 90% des patients VIH ont une charge virale contrôlée. Donc là, on en est au tiers. Hein. Donc on est quand même dans des seuils qui ne sont pas les mêmes. Néanmoins, on note une amélioration dans le temps.
Concernant l'incidence de décès, l'incidence de tuberculose, on n'a pas pu conclure. Il semble y avoir une amélioration entre les deux périodes, mais notre effectif n'était pas très important, donc probablement qu'on a un problème de puissance pour le démontrer. On a l'impression aussi que la prévalence s'est quand même améliorée. Elle est passée de 3,9 à 3,4 en quelques années. Bon, le retour dans le soin, toujours très compliqué. Hein, ça, c'est dans les deux périodes, on voit qu'on arrive poussivement à la moitié des patients qui reviennent dans le suivi après la sortie. Le délai de retour dans le soin est long. Il est de plus d'un mois, 1 mois et demi quasiment. Et ça n'a pas vraiment bougé. Ce qui a bougé, c'est que ce qui a changé, c'est que plus de patients sortent sous ARV. Donc, globalement, ça retour dans le soin. Mais néanmoins, pour les personnes sous ARV, ils mettent toujours beaucoup de temps à revenir en consultation. Et ça, c'est un phénomène qui est décrit également dans la littérature. En conclusion, comme vous le voyez, la mortalité est majeure dans les années qui suivent la sortie de prison. Ces résultats étaient somme toute une surprise pour nous. À notre connaissance, il n'y avait pas eu de travaux similaires. Il y a des travaux sur la mortalité post-carcérale, mais pas spécifiquement, enfin, il n'y en avait pas spécifiquement eu à notre connaissance sur le VIH. Un décès sur 2 était en lien avec le VIH. Les facteurs psychosociaux n'étaient pas associés à une surmortalité, ce qui a été confirmé aussi dans une étude américaine ultérieure. Alors, on a émis l'hypothèse que l'incarcération pouvait avoir un rôle protecteur, c'est ce que disait l'interlocutrice avant moi, un rôle paradoxal protecteur, puisque ça permet des remises sous traitement de patients qui se retrouvent en rupture à l'extérieur du fait de leurs conditions de vie difficiles. Quelques données américaines publiées là, sur la mortalité post-carcérale. Donc, c'est un phénomène qui est ultra décrit dans à peu près, dans beaucoup de pays du monde. On a ce constat de grosse mortalité qui suit l'incarcération et une surmortalité qui se maintient plusieurs années. Beaucoup de morts violentes notamment et beaucoup de problèmes liés à l'usage de drogue. Tous les patients n'étaient pas aussi vulnérables les uns que les autres. Clairement, être sous ARV au moment d'une incarcération index semblait vraiment associer un meilleur pronostic post-carcéral. Par contre, les patients récemment dépistés semblaient particulièrement exposés aux ruptures de suivi. Donc l'incarcération, c'est certes une formidable opportunité pour dépister, pour traiter. On peut s'attendre à avoir d'excellents résultats virologiques quand le traitement est initié en incarcération. Néanmoins, voilà, il y a quand même des petites choses qui semblent des marges de manœuvre intéressantes. Alors ça, on en a parlé, mais je vous montre quand même cette photo qui est extraite de la visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté en octobre 98 à Dinazan, pour la citer. On voit dans quelles conditions dorment, vivent les personnes. Ils sont ensemble 20 heures sur 24 à peu près. Donc 6 détenus dans 11 mètres carrés, ça faisait un titre du Figaro en 2019. Donc on imagine bien que les pathogènes respiratoires dans ces conditions se transmettent à une vitesse fulgurante. Donc j'ai parlé de la tuberculose, mais bien entendu que pour la Covid, on est exactement dans le même type de problématique, hein, particulièrement en maison d'arrêt avec des personnes qui vont subir un turnover assez important. Ça, c'est des données brésiliennes sur la tuberculose post-carcérale. On voit que le surrisque de tuberculose existe dans plusieurs années après la sortie. Hein. Ça a été décrit chez nos collègues brésiliens également. Bien entendu, la continuité des soins dedans dehors, personne ne me contredira. C'est essentiel, mais c'est également un gros casse-tête. Florence, voilà, du coup, si on veut prendre un petit peu le temps d'échange, il reste un gros quart d'heure, on va dire. Oui. Justement, peut-être démarrer les questions en rebondissant juste avec ce que tu viens de dire. Bon, voilà, c'était très centré sur le VIH. Néanmoins, c'est très important de parler de la situation VIH en Guyane parce que effectivement, voilà, les données que tu donnes, c'est assez explosif et ça permet aussi voilà, d'insister sur l'importance d'adapter les politiques pénitentiaires au contexte
au Oui, contexte. Et alors, justement, peut-être en quelques mots, pour que voilà, on puisse poser aussi il y a d'autres questions pour les autres intervenants. Tu disais que pour le Covid, voilà, c'était un peu pareil, quoi. C'est-à-dire, est-ce que vous avez aussi noté cette explosion des données épidémiaux par rapport au Covid? Comment le Covid est venu, je dirais, accentuer, amplifier un peu ce que tu as décrit et alors, voir comment ça a permis peut-être la- de… alors, moi, je suis très ennuyée parce que je pense que je ne suis pas la bonne invitée pour vous parler de ça. Moi, j'ai vraiment, j'ai arrêté de travailler au centre pénitentiaire D'accord. il y a Oui, quelque tu n'as temps pas déjà. d'éléments Là, j'étais vraiment partant. sur un travail de thèse. Non, c'est D'accord. mon Pas collègue, d'éléments. le docteur Bonifay, qui est plus. Alors bon, on en parle régulièrement, mais je n'ai pas de données à vous montrer. Ce que me disait donc Timothée Bonifay, c'est qu'ils ont mis en place des choses très similaires à ce qui a été présenté à la prison de la Santé, avec un quartier arrivant où sont effectués des tests qui permettent d'isoler très précocement les détenus. Ça se passe plutôt bien d'après ce que j'en sais. Par contre, le problème, c'est que ça a gelé tout le reste. Ça, notamment toutes les actions qu'on aurait aimé développer en lien avec le VIH, la préparation des sorties, tout ça, ça a été complètement sidéré par les mesures Covid et aussi en termes d'espace, d'occupation de l'espace. Mais je suis désolée, je ne suis pas vraiment la personne Non, mais pour vous en voilà, parler le mieux. tu avais eu voilà, quelques données. Alors peut-être on peut démarrer avec voilà, quelques questions qu'on a pu déjà établir. Peut-être commencer par la question de la surpopulation. On pourrait peut-être la poser à tous les intervenants, c'est-à-dire qu'effectivement, cette question-là a souvent été une question très sensible, malgré les différentes recommandations qu'ont pu être faites sur justement les aménagements de peine en vue de réduire cette surpopulation. Et voilà comment on peut expliquer que ça a été possible pendant le Covid et puis pourquoi ça n'a pas pu se pérenniser. Est-ce que François, peut-être tu veux commencer à répondre à cette question, Madame Awantou éventuellement aussi derrière. Oui, alors effectivement, ça a été efficace. Enfin, on a vu les résultats, hein. C'est une baisse quand même vraiment très notable du nombre de personnes détenues. Malheureusement, depuis le mois de mai de l'année dernière, les juridictions ont repris leur boulot et ça incarcère à tour de bras. C'est-à-dire, c'est ce que disait le docteur Zilberman tout à l'heure, c'est-à-dire que entre la présentation des travaux de la maison d'arrêt de la santé, cellules individuelles, etc., qui étaient au moment de la réouverture, et puis maintenant on commence à mettre des matelas par terre, voilà, on est en train de rattraper les chiffres énormes de surpopulation qu'on avait avant la crise sanitaire. Donc tout ça parce que n'ont pas été prolongées les mesures de désengorgement qui avaient été initiées pendant la crise. Et très concrètement, des témoignages qu'on reçoit, etc., c'est vrai que dormir par terre, enfin, il y a quand même, je crois, 800 personnes qui dorment par terre à l'heure actuelle, donc c'est tout à fait hallucinant. Et 3 dans 9 mètres carrés, quand on nous dit qu'il faut respecter la distanciation sociale, je demande à voir quand même. Est-ce que quelqu'un veut apporter une réponse complémentaire à celle de François ? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Je pense que vous avez vu les 2 diapositives que je vous ai montrées avec les chiffres de la détention avant et après. Je vais juste ajouter une nuance. Je pense que la direction des affaires pénitentiaires n'est pas chargée, je dirais, des peines. Elle est chargée de l'exécution des peines. Et c'est vrai que le problème, il est aussi, je dirais, social. Il n'est pas spécifique à la France. Quand on regarde les données européennes, on a une augmentation du nombre de personnes en détention, notamment des femmes et des personnes âgées, ce qui pose un certain nombre de problèmes, je pense, dans la gestion de la détention. Je pense qu'il y a un climat
internationale qui fait qu'il y a une pénalisation qui est peut-être plus rapide d'un certain nombre de faits. Voilà. Ce qui est toujours quand même choquant, c'est que tous les jours, je reçois des détenus qui viennent là pour 3 mois, 4 mois. Ça n'a pas de sens. Enfin, bon, c'est un autre débat qui dépasse largement la médecine, le VIH, etc. Mais c'est accablant. On désocialise les gens plus qu'autre chose. Tout à fait. Bah, c'est vrai que, en tout cas, ce qu'on a envie aussi de pointer dans cet atelier, c'est justement toutes ces mesures qui ont été positives, voir de quelle façon on pourrait continuer à les mettre en place. Et ben, effectivement, la surpopulation carcérale pourrait faire partie des réflexions à avoir de façon à améliorer les conditions à la fois de détention, mais de détention globale, quoi, pour tout le monde. Tu veux ajouter quelque chose, peut-être, Oui. François? Oui, juste pour préciser quand même, la Cour européenne a condamné la France sur ces questions de surpopulation en demandant que des mesures législatives soient prises pour la faire cesser. Et là, tout récemment, on a tout un collectif d'organisations, associations, organisations professionnelles, etc., qui ont réinterpellé le président de la République pour demander vraiment que des choses soient mises en place parce qu'on est dans une situation qui s'aggrave. Et je crois aussi qu'il y a un paragraphe à ce sujet dans le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Et effectivement, ça fait partie des choses sur lesquelles il s'indigne, voilà, parce que ça fait quand même un moment que l'attention est attirée sur cet aspect, effectivement. Tout à l'heure, il a été aussi dit qu'on avait remarqué beaucoup de disparités, effectivement, sur la mise à disposition de mesures de barrières comme le gel, comme les masques. Comment se fait-il que ça a été un peu compliqué de laisser comme ça un peu la gestion aux directions des prisons, et comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu quelque chose de plus généralisé au niveau national sur l'ensemble de ces mesures, à la fois barrières, mais aussi des mesures qui ont été mises en place dans une prison de telle façon, en augmentant par exemple le temps de promenade, etc. Comment est-ce que on peut expliquer ces disparités? Et puis qu'est-ce qui a été donné aux détenus puisque le gel était interdit? Si je peux me permettre, le gel, ça sert, c'est très bien, mais le savon, c'est aussi bien. Oui. Et nous, on avait décidé, on avait trouvé un financement, on avait du gel, et on avait mis du gel dans toutes les coursives. 2 jours après, il n'y en avait plus. C'était volé par les surveillants. Effectivement, l'information a bien été passée par les soignants sur le gel, et sur le savon qui est très efficace, mais dans pas mal de prisons, il n'y a pas de point d'eau en promenade, il n'y a pas de point d'eau, c'est-à-dire le seul point d'eau, il est dans la cellule, donc c'était assez problématique, quoi. Oui, ça c'est problématique, effectivement. Moi, ce qui m'a plus choqué, c'est les masques. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y avait pas de masque au début, bon d'accord. Après, il y en a eu, et ça a quand même mis du temps à arriver. Nous, on fournissait à tous les détenus qui arrivaient dans l'unité sanitaire, on donnait leur masque pour le temps qu'ils soient à l'UXA, mais après, ils n'en avaient pas. Et ça a mis du temps à ce que les détenus, et ça, c'est vrai que c'était un petit peu choquant. Alors qu'à l'extérieur, tout le monde en avait. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours ressenti que, au niveau de la DAP, mais Marie en parlera mieux que moi, il y avait comme un retard. C'est-à-dire qu'il y avait des mesures pour la population générale, et après, il fallait adapter à la prison.
Et la plupart du temps, moi, à chaque fois, on recevait des documents, etc. Mais j'avais déjà mis en place les choses sans attendre les recommandations de la DAP ou les ARS. Enfin, tout ça, toutes ces grosses administrations étaient toujours très lentes à réagir. Mais là, il ne fallait pas attendre d'avoir les ordres pour faire les choses. Un peu, enfin, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure dans la présentation, mais c'est effectivement les doctrines sanitaires dépendent du ministère de la Santé. Elles sont adaptées après négociation au niveau pénitentiaire et après diffusées. Et c'est vrai qu'il y a forcément un temps de retard. Et c'est vrai que l'élaboration très verticale, je pense que s'il y a un rétexte à faire sur la gestion de cette crise, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, j'ai un peu l'impression de me répéter, je pense qu'on ne sait pas suffisamment, contrairement à l'épidémie de VIH, appuyer sur les communautés, appuyer sur, notamment, il y a un manque flagrant, c'est les sciences sociales qui ont été mises de côté au profit, entre guillemets, des sciences dures. Si on prend des choses qui sont faites dans d'autres pays, notamment au moment de l'épidémie d'Ebola, que ce soit en Guinée ou dans d'autres pays, on s'est appuyé sur les communautés pour voir ce qui était acceptable. Et il y a eu des chercheurs en sciences sociales comme Alice Desclos, etc., enfin des gens qui ont travaillé. Là, on a, mais ce n'est pas spécifique à la détention. Pour la détention, c'est toujours un concentré de tout ce qui se passe à l'extérieur, mais globalement, la gestion de la crise a été très verticale, avec des conséquences qui sont plus lourdes en détention, parce qu'il y a cet aspect confiné. Mais il y a eu à aucun moment, on a demandé aux gens ce qu'ils pouvaient accepter comme contrainte et ce qui était acceptable en fonction de leur contexte de vie. C'est pour ça qu'on a eu, en fonction de l'endroit où vous viviez, si vous vivez dans le 93 ou dans certains quartiers, on n'a pas les mêmes taux de mortalité parce que les personnes n'ont pas les mêmes contraintes et les directives qui ont été appliquées étaient les mêmes pour tout le monde. Et c'est vrai que pour la détention, ça a forcément eu des conséquences. Et il faudra en tirer des conséquences pour la suite et voir comment on peut, parce que des crises sanitaires, on en aura probablement d'autres dans les prochaines années. Et je pense qu'il faut envisager la suite. Alors, Florence, je crois que tu voulais prendre la parole et peut-être réagir à... Oui, je pense que cette crise Covid, finalement, a été un révélateur et peut-être un catalyseur aussi d'autres choses qu'on connaissait bien, en fait. On ne voit pas, qui... Florence. Ah, pardon. Ah, j'arrive plus à mettre le... Voilà, désolée. Oui, je disais, cette crise Covid, finalement, a été le catalyseur de choses qu'on connaissait déjà. Et nous a rappelé, enfin en tout cas peut-être rappelé à nos décideurs que la surpopulation est extrêmement néfaste et une espèce de bombe à retardement. D'un point de vue social, pour la scolarisation, pour le travail, pour beaucoup de choses, ça c'est évident, mais également en termes sanitaires. Et c'est peut-être ça le gros lien entre les données que j'ai présentées et notamment sur la tuberculose et le Covid qui est survenu plus récemment. Je pense qu'on a tous intérêt à lutter contre cette surpopulation. Il faut que ce soit un enjeu de santé, en fait, pas seulement un enjeu de droit humain. Et finalement, ce qu'on a appris aussi de cette crise Covid, c'est que quand il y a une vraie volonté politique, on y arrive, puisqu'on a réussi drastiquement à limiter la surpopulation en très très peu de temps, et pas qu'en France. Le même phénomène est survenu dans beaucoup de pays d'ailleurs. Donc, avec un semblant de volonté politique, finalement, on peut arriver à faire des choses assez intéressantes et en tout cas qui ont du sens d'un point de vue sanitaire. Alors, il y a eu pas mal aussi de pratiques positives qui ont été permises avec cette situation sanitaire Covid. Vous en avez évoqué quelques-unes. Est-ce qu'on pourrait voir de quelle façon elles pourraient perdurer par exemple, le fait d'aller rencontrer, où les unités sanitaires allaient rencontrer les détenus pendant la promenade pour répondre à des questions, des choses comme ça. Il y a eu aussi plus de collaboration entre l'administration pénitentiaire et l'unité sanitaire, par exemple aussi. De quelle façon on pourrait
s'appuyer sur ces expériences positives pour les pérenniser et voir de quelle façon on peut amplifier ces bonnes pratiques. Ouais. En fait, tout ça, c'est très lié, je crois, à la loi pénitentiaire de 2009, en fait, qui a introduit effectivement une obligation de consultation des personnes détenues. Alors, la loi, elle prévoyait ça pour simplement les consulter sur les activités. Mais du coup, cet article de loi qui prévoit la consultation des personnes détenues, ça a fait des petits. Il y a des prisons où ça a commencé. D'ailleurs, en Guyane, il s'était passé des choses extrêmement intéressantes. Il y a vers 2015, je crois, le chef d'établissement avait mis en place un principe de détenus désignés par les autres comme étant médiateurs et qui consultaient régulièrement les détenus. Il y avait des réunions très régulières avec l'administration pénitentiaire et surtout, les détenus avaient une réponse à leurs demandes. Et ce qui est notable, c'est que ça a fait chuter la surpopulation d'ailleurs. Et alors, c'était sur les questions de vie. Il y a une expérience menée par Médecins du Monde en ce moment à Nantes là, sur les questions de santé qui est extrêmement intéressante puisqu'ils sont allés d'abord, sans avoir un projet tout à fait construit, mais demander aux détenus ce qu'ils souhaitaient comme action de santé, d'éducation à la santé, etc. Et c'est à travers les demandes des détenus que ça s'est fait. Et ça, c'est un facteur en plus de calme dans les établissements, puisque tout d'un coup, on consulte les gens, on les respecte, on leur répond, etc. Et ça pourrait se développer dans plein de domaines. Tout à fait. Quel est votre avis, Madame Awanto Chaspoul, à ce sujet? À ce sujet, je pense que quand je dis que, contrairement à l'infection par le VIH, on ne s'est pas appuyé sur les communautés, je pense qu'on se rejoint. Quand je vous donne l'exemple de la Guinée et d'Ebola, je pense que là-dessus, je n'ai pas, je dirais, d'a priori pour consulter les personnes à titre personnel. Après, l'administration pénitientiaire est une administration un peu ancienne. On ne vous voit pas, excusez-moi. Ah, pardon, je n'avais pas mis là. C'est plus agréable de… Voilà. Donc, il y a des choses qui doivent forcément évoluer. Mais je répète encore une fois, la santé dépend du ministère de la Santé. Et c'est vrai que les unités sanitaires sont souvent débordées. Il n'y a pas assez de monde dans les unités sanitaires. Le Grenelle de la santé n'a pas pris en compte la spécificité des unités sanitaires. Et ce qui s'est passé pendant la période Covid, je ne suis pas certaine que c'est aussi parce que d'autres prises en charge n'avaient pas lieu. Je ne sais pas comment il pourrait, le docteur Zimmermann pourra en parler mieux que moi, comment il pourrait continuer à la fois si on ne met pas un peu plus de personnel dans ces unités sanitaires. C'est un vrai problème. Moi, je pas trop. Je suis assez gâté. Je manque pas de personnel. Donc, contrairement à toutes les prisons, parce que je suis soutenu par l'hôpital Cochin et que je suis une prison au centre de Paris et donc très facile d'accès. Et contrairement à mes collègues de Fresnes, Fleury, où c'est plus compliqué d'aller, j'ai pas de souci de ce point de vue-là. Je voulais juste noter qu'il y a quand même une limite. Moi, j'ai trouvé ça formidable, le travail en collaboration avec la direction, surtout que la direction est très bien. Enfin, vraiment, là aussi, j'ai beaucoup de chance par rapport à d'autres prisons, parce qu'ils m'ont vraiment toujours écouté. Mais, et l'article 29, où donc on peut aller, ils m'ont invité plusieurs fois donc, à aller parler auprès de représentants de quartier. Et ça a beaucoup aidé pour justement essayer de diminuer l'angoisse des détenus, leur expliquer pourquoi on les confinait, pourquoi il fallait les prélever. Maintenant, je refais ça aussi pour les vaccins. Enfin bon, et je sens vraiment que les détenus, en tout cas ceux que je vois, sont très contents et ont toujours plein de questions et j'essaie de répondre au mieux. Après, il y a une limite aussi. Par exemple, on fait des tests de désencombrement. C'est pas joli, mais parce que donc la DAB demande que les détenus qui arrivent restent au quartier arrivant 14 jours, au lieu que normalement c'est 5 jours à peu près. C'est une sorte de sas avant de passer dans le grand bain de la prison. Et
Et comme ces quartiers, évidemment, explosent, parce qu'il y a trop de monde et il y a trop de gens qui arrivent, donc on nous demande à 7 jours de faire des prélèvements nasopharyngés pour vérifier que c'est négatif et que les personnes peuvent aller en détention ordinaire. Évidemment, il y a des personnes qui refusent. Et ben, ces personnes partent au quartier, pas au quartier d'isolement, mais quasiment au quartier d'isolement. C'est une sorte de punition. Moi, je dis, mais ils ne vont pas être punis. Il reste 14 jours au lieu de 7, et puis voilà. Mais voilà, donc on est quand même un peu manipulé. Moi, j'aime pas parce que du coup, c'est à cause de moi qu'ils sont punis. Alors, ils ne vont pas être punis parce qu'ils ont refusé un test. Bon, voilà. Donc, il y a des limites. Ouais, malheureusement, je crois qu'on arrive aussi à la limite de l'atelier. On aurait pu discuter encore de longs moments. Il est moins le quart passé. Malheureusement, on nous a demandé de bien respecter les horaires. Peut-être en conclusion, très rapidement. Bon, on voit que cette épidémie Covid a quand même permis d'améliorer la communication entre les différents services aussi, et que on est quand même beaucoup à penser, quelle que soit la façon, enfin notre intervention dans cet espace clos, on est quand même nombreux à penser que plus il y aura de communication entre les différentes entités, hein, même si la santé dépend beaucoup du ministère de la Santé, mais on sait combien beaucoup de choses qui devraient pouvoir se faire en prison parce qu'elles se font à l'extérieur, comme la réduction des risques, par exemple, ne peuvent pas se faire, en tout cas pour l'instant aujourd'hui. Voilà, et qu'on a tout intérêt à continuer à se rencontrer et à travailler pour pouvoir conserver ces pratiques positives et les développer. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté de ces échanges. Et puis, est-ce que Rida, est-ce que tu as envie que l'on précise quelque chose en particulier? Peut-être oui, que SIDAction travaille en ce moment sur justement comment, ça y est, j'ai perdu le mot, un plaidoyer, et que si effectivement vous avez des questions, n'hésitez pas à joindre Rida donc à SIDAction. Voilà, merci encore à vous tous, à vous toutes, et puis bonne continuation pour les autres moments fort intéressants qui vont se dérouler encore jusqu'à demain sur la convention. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.